Bon dimanche à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette autre édition de Politiquement Incorrect. Comme de tradition, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, s'est adressé à la nation dans son discours d'une vingtaine de minutes. Le patron des Toudi, le 31 décembre dernier, s'est dit déterminé à conduire le Cameroun vers la prospérité. Félicitant le Premier ministre Tif Dr Joseph John Gouté pour l'organisation du Grand Dialogue National, Paul Biya s'est engagé à accélérer le processus de décentralisation et à combattre férocement les mercenaires qui terrorisent les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, tout en rassurant sur la tenue des prochaines consultations électorales prévues pour le dimanche 9 février 2020. Je remercie les bailleurs de fonds qui soutiennent le Cameroun et a engagé ses compatriotes à respecter les institutions de la République. Mais au-delà de l'année de repère, ce discours du président de la République, Paul Biya, permet-il de présager l'aurore d'un Cameroun nouveau? C'est la problématique qui est inscrite en première dorsale de cette émission politiquement incorrecte de ce dimanche. En deuxième dorsale, nous parlerons de l'an 60 de l'indépendance du Cameroun, célébré le 1er janvier dernier, sans tambour ni trompette. Premier des 17 pays africains à avoir acquis son indépendance, le Cameroun a-t-il en réalité réussi à couper le cordon ombilical avec l'ancienne métropole? C'est la deuxième dorsale inscrite à l'ordre du jour ce dimanche. Et en troisième thématique, nous parlerons de l'encours de la dette du Cameroun à la lumière des chiffres qui ont été avancés par le ministère des Finances au sujet de l'épuration de la dette publique dans notre pays. Trois sujets connus, les invités sont confortablement installés. Cette émission admet un seul code de conduite, ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. À tout de suite. Et pour parler de ces différents sujets ce dimanche, nous recevons autour de ce plateau de Politiquement Incorrect le docteur Georges Edimo Munguri. Il est universitaire pluridisciplinaire. Bon dimanche docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Très heureux d'être parmi vous, décortiquer ces moments forts de la fin de l'année 2019 et l'ancrer dans la décennie 2020. Je pense que je suis très heureux d'être ici, à côté de quelqu'un qui souvent ne garde pas sa langue dans la poche. Ils sont deux d'ailleurs sur le plateau comme ça. C'est le maire Maboula et le voisin de droite, Grant Tinda, avec qui on fait beaucoup de choses souvent sur Afrique Média. Je suis très heureux, c'est des thèmes extrêmement intéressants. Je pense qu'on va tenter d'éclairer la lanterne des Cameroun. Merci. Bertrand est avec nous ce dimanche, Bertrand Tassinda, qui représente le nouveau mouvement populaire. Bon dimanche et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Yves Sandio, bonne année à tous les Camerounais, à toutes les Camerounaises. Nous sommes, comme on peut dire, à l'année, ce que certains appellent l'année 20 sur 20. C'est une année qui va marquer un véritable tournant dans la vie sociopolitique du Cameroun. Nous allons certainement avoir de nouveaux exécutifs communaux, nous allons avoir communaux, nous allons avoir, de fortes chances, certainement, peut-être, un nouveau gouvernement, il faudrait y réfléchir à de nouvelles orientations économiques. D'ailleurs, la problématique de savoir si effectivement le cordon a été coupé avec l'ancienne métropole, en fait, est très très bonne. Nous voyons déjà les prémices, en fait, d'une envie de prendre et de gérer son économie par soi-même. Ce qui se passe au port autonome de Douala peut déjà, donner une orientation de ce qui va se passer. Merci vraiment de m'avoir invité pour ce débat. Jacques Mapoula Bouya, vous êtes le président de l'Alliance républicaine, vous êtes également maire de la commune de Yabassi, c'est dans le département du Cam, au Cameroun. Merci d'être venu ce dimanche pour débattre de ces questions. Merci infiniment Yves, je suis honoré d'être sur votre plateau. Je tiens à saluer toute la communauté de Yabassi et dire à toutes ces populations que nous avons, au commencement de ce mandat,
pris sur nous le pari du désenclavement et du rétablissement du confort résidentiel minimum pour tous et partout. Ce pari est en train d'être gagné avec beaucoup de projets réalisés dans de nombreuses localités. La deuxième marche, c'était rendre Yabassi visible au plan national et international et donner à Yabassi une place de choix favori, une priorité du gouvernement de la République, et c'est en train d'être fait, si ce n'est complètement fait. La dernière marche, ce sera de faire de Yabassi une ville qui a le record de la création d'emplois, d'opportunités d'entrepreneuriat économique, où le rétablissement de la dignité humaine est une réalité. Parce que le progrès social, ce n'est pas en 20 mots. Le progrès social consiste à rétablir les hommes dans leur localité, dans leur terroir. À tous ces Yabassiens, tous ces Kamois qui sont à Douala, Yaoundé, Bafoussam et autres, que c'est le moment de rentrer. Je suis déjà là, je suis en poste. Faites confiance. Une nouvelle ville de Yabassi devient possible. Elle est l'unique dame autour de ce plateau ce dimanche. Il s'agit du docteur Marcel Simo, enseignant des universités, sociologue, mandaté par sa formation politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Docteur, bon dimanche et merci d'être venu. Merci Yves Sandio de ma présence ici. Je suis toujours très heureuse. Ce n'est pas la première, bien que ce ne soit pas dans cette émission. Mais je crois que dans la maison, c'est une habitude. Donc déjà, je vais dire bonne année à tous les Camerounais et à tous vos téléspectateurs de partout dans le monde. Et j'espère que les problématiques soulignées seront développées, n'est-ce pas, avec beaucoup de tact et d'aisance pour permettre, n'est-ce pas, à ces téléspectateurs de mieux nous comprendre et de mieux mesurer l'enjeu de ce que prévoit la nouvelle année 2020. Déjà, un compagnoniste l'a dit, c'est l'année 20 sur 20 et je vous rassure, même avec le discours du président, nous l'avons tous suivi, ça traduit une année 20 sur 20 et avec les nouveaux chantiers, les nouveaux défis qui sont développés et mis en avant, je crois que l'année 2020 sera prospère et intéressante pour tous les Camerounais. Donc déjà, bonne année également à tous les copanélistes qui sont là et puis vivement que le débat soit intéressant et très doux. Merci docteur Marcel Simo. Il est le dernier à nous avoir rejoint ce dimanche. Abdelaziz Konaté, vous êtes de la société civile. Merci d'être venu dans le cadre de cette livraison de Politiquement Incorrect sur les antennes de la télévision du monde. Bon dimanche. Bon dimanche Yves, bon dimanche à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs. Et je souhaite une heureuse et bonne année aux panélistes déjà et aux téléspectateurs et téléspectatrices. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous pour des échanges cordiaux et instructifs pour nos populations. Merci de m'accueillir ici. Écoutez, on va débuter avec vous, puisque vous êtes le dernier à nous avoir rejoint ce dimanche, avec cette question de mise en bouche avant d'aborder les trois thématiques inscrites à l'ordre du jour. À la requête du consortium Bolloré APMT, qui opérait jusqu'ici le terminal à conteneurs du port de Douala à travers sa filiale Douala International Terminal, le tribunal administratif du littoral a ordonné la suspension des effets de la résolution du 6 décembre 2019 du conseil d'administration portant création, organisation d'une régie déléguée de gestion et d'exploitation et de maintenance du terminal à conteneurs de Douala. L'administration portuaire en a décidé autrement et depuis le 2 janvier dernier a donc lancé les opérations en régie déléguée. Sur cette problématique, certains semblent indiquer que le port de Douala a fait usage des prérogatives, dit-on, de force publique, évoquant la question de la continuité du service public. Est-ce que vous appréciez une telle démarche? Vu que nous sommes à l'ère du patriotisme économique, puisque c'est le mot de l'actualité, qui est d'actualité, il faut dire que cette décision courageuse prise par le port autonome ne peut être que saluée pour tout bon Camerounais qui vraiment est soucieux du devenir économique de son pays. Quand nous savons que les différentes récessions économiques dont nous sommes frappés depuis un certain nombre d'années et la recherche continuelle des fonds pour subventionner justement les différents projets de l'État, donc dont les sous se font effectivement rares,
c'est dire que quand nous avons une décision comme ça qui est prise par une entité de l'État, nous ne pouvons que saluer cela et dire que enfin, on va voir ce que cela pourra donner, parce que nous avons entendu tellement de choses, vous savez, sur l'histoire de la gestion du port autonome de Douala. On a généralement argué l'incompétence de la partie camerounaise à pouvoir autogérer une entité comme le port de Douala. Ça a coûté ce que ça a coûté à certains autres directeurs généraux qui sont passés avant celui qui est là actuellement. Nous devons déjà saluer, n'est-ce pas, si c'est encore le cas de pouvoir le dire, l'action héroïque. Et je suis même tenté de dire la pugnacité du directeur général actuel du port, M. Sirius Ngor, parce qu'il faut dire quand même que aller de face avec une mastodonte comme le groupe Bolloré, il faut en avoir. Il faut en avoir. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes donc confrontés à deux situations directes. La première, c'est déjà justement la continuité du service public que nous attendons, mais au-delà de la continuité du service public, parce que ça peut être un sursaut d'orgueil, mais il ne faudrait pas que, même si on arrive, ou alors ces personnes-là arrivent à pouvoir implémenter véritablement une politique de gestion fiable, que les mauvais démons ne rattrapent effectivement cet orgueil de patriotisme, ce sursaut de patriotisme économique, parce que c'est généralement là où ça fait toujours défaut. Mais déjà, c'est à saluer, et puis c'est des ressources financières qui vont venir quand même faire du bien à notre économie, parce que s'il faut dire que nous partagions, il y avait une bonne partie de cet argent qui était géré par justement une entité qui était DIT. Aujourd'hui, 100% de ces capitaux vont entrer dans le trésor public. Donc ça va quand même venir résoudre un certain nombre de problèmes. Bertrand, est-ce qu'au nom du patriotisme économique, il est concevable d'outrepasser une ordonnance de juge? Mais vous savez, M. Sandjo, cette histoire du port autonome nous a beaucoup embêtés. Ça nous a beaucoup embêtés sur quelques plans rapides. Le premier plan rapide, c'est l'opérateur qui gérait le terminal à conteneurs. Il va le gérer pendant 15 ans. Ça a été une véritable catastrophe. Jamais de mémoire, comment je vais dire, de Camerounais. On a une entreprise, une multinationale qui opère au Cameroun, qui a cristallisé autant, comment je vais dire, je dirais pas de rancœur et de haine. J'ai même pratiquement envie de dire, entre guillemets, de détestation. Jamais. Faites un petit sondage dans la rue. C'est pas qu'on en veuille, en fait, aux responsables. C'est que le comportement de cette entreprise sur notre terminal à conteneurs a impacté un peu sur la vie de tout le monde, de façon relativement négative. Et le président de la République avait anticipé cette histoire. Parce qu'en 2009 déjà, il faisait une réorganisation du port autonome de Douala en donnant la possibilité au port autonome de Douala de pouvoir véritablement créer des régies déléguées et se voir concéder un certain nombre de missions du port autonome. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que, vraiment, M. Yves Sandjo, cet opérateur, s'il faut continuer à parler de lui, partout où il est en Afrique, il a des contentieux. Il s'est retrouvé en Guinée, un gros contentieux avec Nécotrans. De quelle façon il a pris le port de Guinée? Un chef d'État va envoyer l'armée chasser un opérateur qui avait légalement, en tout respect de la loi, gagné le terminal à conteneurs de Conakry. L'armée va le chasser au profit de ce monsieur. Il perdra le procès à Nanterre. Il s'est installé au Togo. On enverra l'armée chasser son concurrent, Jacques Dopi-Dobi. Il va fuir le Togo à minuit. Parce que les relations de ce monsieur, véritablement, il était décidé même à faire arrêter ce partenaire. Qui respectait pourtant la loi. Au Gabon, le port de Wendo, le président Ali Bongo va se rendre compte que le cahier de charge n'est pas respecté. Service des grès, zéro. Il va casser la concession qu'il va lui donner. Ils vont aller à un arbitrage, on va trouver un arrangement. 2004, port de Douala, ce n'est pas lui qui a la meilleure offre. Ce n'est pas lui qui a la meilleure offre. Mais il se retrouve. C'est pour ça que nous parlons aussi de certains comment je vais dire, Camerounais qui travaillent autour de l'État. Enfin, souvent dans la vie, il faut accepter être perdant. Le port autonome de Douala va rendre public l'appel d'offres. Je n'ai jamais vu autant de clarté au Cameroun. Un appel d'offres aussi stratégique a été rendu public. Il a été dernier. DPW, Juba Port World, qui avait des offres à la limite à 10 milliards près des offres de TIL qui va gagner l'appel d'offres, ne se plaint pas.
personne ne se plaint. C'est lui par des artifices. S'il fallait respecter ces décisions de justice, depuis le 31 décembre, le port de Douala serait arrêté et scellé. Qui peut accepter ça? Très bien. Regardez les États-Unis. Au nom de l'intention de s'attaquer à leur ambassade, ils vous donnent la mort. Donc, un État a ce qu'on appelle la continuité de service public, l'État de droit, la raison d'État. Docteur Georges Edimo Munguri, sur cette même question, vous avez le sentiment qu'il fallait faire prévaloir justement la question de la continuité du service public. Pour être très précis, le port à conteneurs, quel peut être son impact sur l'activité portuaire? Ben, écoutez, je pense que Bertrand a décrit l'essentiel, la continuité du service public, naturellement, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Vraiment, c'est toute une mascarade, c'est la brimade, c'est je ne sais quoi. Pas seulement du côté de Bolloré et son groupe, mais c'est toute la France. La France, je n'aime pas parler d'elle, parce qu'elle a tellement fait de mal aux Africains qu'elle ne devrait même plus mettre ses pieds ici. La France, c'est 65 000 morts, soldats africains, Première Guerre mondiale, pour le compte de la France. 55 000, Deuxième Guerre mondiale. Je ne vais pas comptabiliser ce qui s'est fait au niveau de la traite des Noirs. Maintenant, la France, c'est le franc CFA. Le franc CFA, c'est des rentrées de l'ordre de 400 milliards de dollars pour la France, chaque année, depuis des années. Et pour nous, c'est des portes énormes. 50% des réserves d'échange qui sont mises de côté. C'est des prélèvements extraordinaires sur chaque transaction, à l'import comme à l'export. On oblige à une économie pauvre d'être arrimée à une monnaie forte, à ne pas conduire une politique économique. La politique économique, pour nous, est adossée sur deux grands piliers, le pilier budgétaire, le pilier monétaire. Nous n'avons jamais connu une politique monétaire. Donc, comme pour dire que c'est une haine viscérale que la France a envers les Africains. Et aujourd'hui, on parle de l'écho, je crois que c'est un départ. Je suis quand même très heureux parce que le chef de l'État, c'est de lui qu'il s'agit, hein, parce que derrière le directeur du port, c'est surtout le chef de l'État qui a vu le problème, ne peut pas l'attaquer de manière très frontale, mais l'attaque quand même, tout comme il attaque sur le plan géopolitique à travers des chaînes de télévision. Je pense particulièrement à Afrique Média, qui a monopolisé un débat qui montre ce que font les Français, ce que fait l'Occident à l'Afrique. Je pense que c'est très doux les mesures qui sont prises. Si c'était des Français, ils réclameraient, ou les Occidentaux, ils réclameraient quand même qu'il y ait des compensations par rapport à cette guerre, par rapport à la surexploitation du port, par rapport au franc CFA qui nous a vraiment détruit tout le système et plein d'autres trucs. Donc moi, je m'excuse, je suis un tout peu plus amer. Je trouve que... Sur cette question, oui, je suis assez amer. En rappelant que vous citiez justement ceux qui ont choisi également d'évoquer cette problématique. Je crois que LTM fait partie des chaînes de télévision qui ont également évoqué cette problématique. Absolument. En long et en large avec l'émission de Frédéric Moutomé, Tout au clair, qui passe de lundi à mercredi sur nos antennes à partir de 21h. Jacques Maboula-Bouya, une régie déléguée, on peut s'en féliciter, mais le Cameroun n'est pas une référence en termes de gestion. Faut-il être inquiet? Écoutez, c'est vrai que le Cameroun s'est illustré ces dernières décennies par son incapacité à se prendre en main au sens de la gestion des affaires publiques. Mais il y a une nouvelle génération. Je crois que Cyrus Go fait partie de cette génération d'hommes à qui on peut faire confiance. L'initiative de reprendre en main et en régie le port autonome de Douala est une initiative à saluer et encourager. Parce que quand on a un certain âge, c'est maman qui nous change nos couches, qui nous change nos vêtements, c'est elle qui nous fait notre toilette.
Mais quand on devient adulte, à un moment donné, il faut se prendre en main. C'est-à-dire que c'est plus maman qui nous fait les couches, c'est plus maman qui nous pouponne tous les soirs, c'est nous-mêmes qui faisons notre bain. Et le port autonome, c'est un peu l'entrée économique du Cameroun. Et on ne peut pas continuer de laisser ce manque à gagner énorme, qui plus est, apporte une inflation sur la vie au quotidien des populations et constitue un véritable frein en matière de vitesse de dédouanement. Parce que jusqu'à ce jour, les opérateurs économiques s'en sont plaints, les populations s'en plaignent, et je ne pense pas qu'il y a une valeur ajoutée à ce service-là. En termes d'efficacité, je crois que ça a été la plus belle grossièreté, pour ne pas dire mafia, qu'on a établi et imposé aux Camerounais, avec le silence complice de nombreuses personnes qui savaient que c'était la dernière chose à faire. Aujourd'hui, on est revenu à la bonne décision. La raison d'État doit primer et impacter sérieusement dans cette prise de position, parce que les intérêts des populations, c'est ça la première chose qui doit compter quand on a la responsabilité publique et le destin de la nation en main. Je voudrais saluer cette initiative. Docteur Marcel Simon, est-ce que le régime de Yaoundé, qui était pour certains observateurs avisés en froid avec l'ancienne métropole, la France, n'a pas là le bon bout pour faire également pression sur le régime d'Emmanuel Macron, qui a visiblement très peu soutenu le régime de Yaoundé au plus fort de la crise post-électorale au Cameroun? Est-ce que cette affaire du port de Douala ne pourrait pas devenir un instrument de pression politique? Yves, merci. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est le désir du chef de l'État et de tous les Camerounais de pouvoir s'approprier le développement économique actuellement. Bolloré est passé, mais nous pensons qu'il est parti. C'est une page qui se tourne et une nouvelle page commence. Il y a une nouvelle équipe très jeune qui s'est installée au niveau du port et je pense très dynamique. Monsieur le maire l'a si bien développé. Est-ce que cette équipe peut gérer une régie déléguée comme celle d'un oui, conteneur? Est-ce qu'on a l'expertise? Voilà, comme tous les Camerounais, on attend le maçon au pied du mur. Moi je dis, ne commençons pas à avoir des préjugés. Déjà, l'intention soulevée déjà est très importante. C'est-à-dire ce pouvoir d'attaquer de Bolloré, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement important. Et ça nous permet de comprendre que beaucoup de choses peuvent être faites là maintenant. On commence à comprendre qu'avec Bolloré, pratiquement sur le plan économique, on n'a pas eu d'intérêt. C'est aussi simple à comprendre. On n'a pas eu d'intérêt, on n'a pas eu de retombées. Alors pourquoi continuer avec de 2004 à 2019? Je crois que nous partons de 19 ans sensiblement aujourd'hui. C'est beaucoup. Donc on peut se passer de cette entreprise, bien que certains Camerounais pensaient remarquer l'impossibilité, on peut bien se passer de cette grosse boîte et avancer, je crois, dans de bonnes conditions. Vous n'avez pas d'un retournement de situation, docteur? Je ne pense pas. D'ailleurs, quand on va entamer un autre point de... On l'a vu avec le port de Kribi, hein? Oui, mais je pense que... retrouvé justement parmi les concessionnaires là-bas. Oui, mais je pense que maintenant les Camerounais commencent à être beaucoup plus intelligents, je vais le dire ainsi. Commencent à être beaucoup plus intelligents et s'attellent à rechercher, n'est-ce pas, actuellement ce qui est bon pour eux. On a des petits soucis, on va voir sur le plan économique, des dettes par-ci, par-là, pourtant on a beaucoup de richesses. On a beaucoup de richesses, mais qui sont simplement exploitées par les uns et les autres. Mais du moment où nous ne gagnons rien, on gagnera à se débarrasser d'eux et de trouver des personnes avec qui on va devoir avoir beaucoup plus d'intérêt. Donc je pense qu'on est suffisamment préparé pour s'attendre à tout ce qu'ils vont... On va rester avec vous, docteur Marcel Simon, pour parler de la première problématique inscrite à l'ordre du jour. C'était une question d'actualité épineuse et qui méritait justement d'avoir le regard des panélistes ce dimanche. Mais abordons justement le discours du président de la République avec vous, son Excellence Paul Biya. La presse qui a évoqué largement cette adresse à la nation d'une vingtaine de minutes du 31 décembre parlait du chef de l'État qui a prononcé un discours à la fois de fermeté et d'ouverture et a annoncer une sorte de prospérité économique. Le chef de l'État qui semble tout voir en vert, alors que les chiffres annoncés par certains présagent justement une catastrophe en termes d'économie du Cameroun. D'abord sur le volet économique, une croissance de 4% pourrait s'en féliciter, mais certains estiment qu'on a du mal à toucher réellement les fruits de cette croissance au Cameroun et qu'on n'a rien vu ou pratiquement rien en 2019.
Yves, ce qu'il faut retenir du discours du président de la République, là, ça devient très important. Vous avez insisté sur le mot fermeté ou ouverture, mais moi, dans ce discours, j'ai vu un président extrêmement serein et capable de décrier avec exactitude la situation qui se passe actuellement. Maintenant, vous allez entrer dans les chiffres. Nous tous, nous savons que nous sommes un tout petit peu fragilisés par la crise anglophone qui peut, à un moment, expliquer peut-être l'absence ou alors l'incapacité à pouvoir gérer les dettes ou alors pouvoir les payer. Mais dans le discours du président également, on a observé, n'est-ce pas, un président qui sait ce qu'il a dit, qui sait exactement à qui il devrait le dire, parce que des principes et des règles ont été données avec, je crois, la plus grande exactitude possible, parce que sans doute, sans tâton, malgré d'aucuns vont mettre en avant l'âge, non, c'est pas ça qui est mis en relief ici, mais on a vu quelqu'un qui sait exactement de quoi souffre le pays et puis a pris les décisions nécessaires, parce que par rapport à la guerre et aux Amazoniens, je crois qu'il a été encore beaucoup plus ferme. Il a démontré que bon, s'il n'y a pas arrêt, je crois que les sanctions vont être beaucoup plus fortes. Mais aux autres Camerounais, il a demandé, n'est-ce pas, que les Kurdes se servent davantage, et simplement pour montrer que l'esprit de patriotisme se développe davantage pour pouvoir, n'est-ce pas, accompagner pas seulement le chef d'État, mais je crois que tout le monde dans le processus ou alors dans la régularisation de la paix, et que le vivre ensemble, n'est-ce pas, soit total et parfait au Cameroun. Abdelaziz Konaté, le discours du président de la République du point de vue de l'économie vous a-t-il semblé suffisamment satisfaisant? Yves, comme la co-protagoniste présidente l'a dit, nous de la société civile, nous avons quand même nous avons observé un chef de l'État calme et serein dans son discours. Ça, c'était déjà sur le premier point des plus rassurants, parce que effectivement l'année 2019 qui vient de s'achever est une année qui n'a pas été un long fleuve tranquille, tant sur le plan économique que sur le plan sécuritaire. Et donc, nous avons pu observer avec beaucoup de joie et d'espoir surtout que le fil conducteur du chef de l'État n'a pas changé. C'est-à-dire que la lutte contre la pauvreté, l'éradication de la pauvreté et notamment le développement économique. Est-ce qu'on n'est pas resté dans la phase de discours depuis là? Vous voyez bien, si vous suivez dans les 3 dernières années, Yves, que le message reste le même. Il y a une cohérence dans le message du chef de l'État. C'est-à-dire que pour ceux, comme disait le docteur tout à l'heure, qui avaient l'impression que le pays n'est pas gouverné, il faut dire que quand on a en face des problèmes, des graves problèmes comme ceux que connaît le Cameroun depuis 2-3 ans, maintenir le cap au niveau salarial, les enjeux, les endettements au niveau de l'endettement sur le plan international et les différents engagements que le Cameroun a pris sur la scène internationale, maintenir cela n'est pas quand même chose aisée. Donc nous avons très certainement connu un ralentissement. Je pense que dans l'une des thématiques, tout à l'heure sur le plan économique, nous aurons largement le temps de pouvoir expliquer. Nous avons connu quelques ralentissements dus au fait de phénomènes exogènes qui ne sont pas propres à nous, le Cameroun, mais qui sont propres à ce que nous avons été appelés à subir. Et le chef de l'État est quand même resté assez confiant en l'avenir, et d'ailleurs même que je crois que c'était un discours qui, en tout cas nous de la société civile, ça nous a rassurés de savoir que le bateau Cameroun est toujours dirigé, contrairement à ce qu'on peut entendre de ci et là, et que bien évidemment, les actions qui ont été annoncées le 31 décembre 2018, effectivement, nous les avons vécues, 2019 autant pour moi, nous les avons vécues véritablement tout au long de l'année 2019. Et il annonçait déjà, si vous vous rappeliez, dans son discours du 31 décembre 2019, que l'année 2019 devait être une année hautement symbolique pour le Cameroun, voire même depuis l'indépendance, un des tournants décisifs pour notre pays. Nous l'avons vu effectivement dans les différents programmes qui ont été implémentés au niveau de la nation. Et nous pensons que, indépendamment il faut noter quand même que dans les années 2014, si
j'ai bonne mémoire, l'INS nous sortait quand même un rapport qui disait que le taux de chômage dans les zones rurales avait chuté sensiblement, était quitté de 17% à pratiquement 8%. C'est dit qu'il y a un travail de fond. Nous avons une politique et une gestion discrétionnaire de l'État qui n'est pas celle qui se fait sur les réseaux sociaux et autres, mais c'est dire que nous avons quand même dans ce gouvernement-là des gens qui travaillent véritablement au bien-être des populations. C'est ce que nous, on a pu retenir, en tout cas, du côté de la société Alors, civile. Abdelaziz Konaté, mon cher Bertrand, semble indiquer que le président vient de démontrer qu'il tient le gouvernail du Cameroun, mais beaucoup constatent qu'il s'agit finalement d'un navire qui est quand même sinistré. On parle de 3 régions aujourd'hui déclarées économiquement sinistrées. On parle du fleuron de l'industrie pétrolière du Cameroun, la Sonara, qui a été en partie raflée par les flammes en 2019. On a toujours salué la résilience de l'économie camerounaise, mais à ce niveau, est-ce que le président a peur de prononcer le mot récession? Mais disons qu'il faut déjà saluer le président de la République. Ça n'a pas été facile d'être président de la République depuis 2014. Si en 2014, je crois que Boko Haram décide frontalement d'attaquer le Cameroun. Qui peut donner les raisons politiques claires pour lesquelles Boko Haram décide d'attaquer le Cameroun? C'est ça les effets de la mondialisation. C'est-à-dire que le pôle Biya de 1982 n'a plus rien à voir avec le pôle Biya depuis 2009. Depuis 2009. C'est-à-dire c'est devenu quelqu'un, effectivement, qui apporte un certain nombre de réformes et, comme je veux dire, qui est visionnaire. Quand il engage la réforme des armées en 2000, certains en rigolent. Ils expliquent que ça coûte cher au Cameroun. Si on n'avait pas cette armée-là, on serait où aujourd'hui? En 2000, nos amis, c'est les partenaires, j'aime pas trop prononcer leur nom, la France, ne sont pas très contents quand on engage la réforme des armées. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir cette armée, c'est le président de la République. Je vais plus loin, il faut être honnête. 4 700 milliards de budget, 4 800 milliards de budget, ça peut difficilement nous faire sortir de la pauvreté. Mais ce n'est pas du fait du président Biya. Pourquoi? Parce que ce budget-là est lié d'abord au type d'indépendance qu'on va avoir. Au type d'indépendance qu'on va avoir. À l'outil monétaire qu'on va utiliser. Mais on a cette monnaie, le franc CFA. Ça n'a pas été conçu. Pensez un seul instant pour vous développer. Vous faites quoi avec 4 900 milliards de budget quand il vous manque de tout? Mieux, le président va aller plus loin dans son discours. Il va parler de l'instabilité du contexte international. Qu'est-ce que le Cameroun peut faire si une guerre se déclenche entre l'Iran et les États-Unis? Ben, le coût du pétrole va flamber. Il y aura un certain nombre de contrôles qui vont nous affecter. Deuxièmement, qu'est-ce que le Cameroun peut faire sur les tensions commerciales qui ne concernent pas le Cameroun? Grande tension commerciale. Les États-Unis vont détricoter l'OMC, les accords de l'OMC. Qu'est-ce que le Cameroun peut faire? Donc c'est pour ça que le président essaye déjà, de mettre un certain nombre, de structures, d'amener certaines réformes. Parce que nous sommes conscients, il a quand même 86 ans, le chef de l'État, que c'est nous qui devons obtenir certaines victoires. C'est pour ça qu'il faut que la jeunesse camerounaise soit en quelque sorte patriote et comprenne le président de la République. Il est en train de mettre des structures. Il faut déjà avoir une institution militaire. On l'a. Avec un certain nombre de reprises, il revient sur les privatisations qui ont été un scandale. À la fin des années 90, la Sonatrach a été créée, c'est-à-dire qu'à la limite, on a remis dans le giron national, en quelque sorte, l'exploitation énergétique. On a remis dans le giron national ce qu'on va appeler l'exploitation de l'eau. On est en train de reprendre nos ports, même à Kribi où vous dites, il est dans une consommation, Bolloré est à peu près 30%, les Camerounais sont à 35% dans la consommation qui gère le terminal à conteneurs de Kribi. Ça veut dire que rien, aucune décision stratégique ne peut être prise là-bas sans l'aval des Camerounais. Il faut le dire. C'est souvent un peu abus de langage de dire Bolloré gère le terminal de Kribi. C'est pas vrai, il gère pas. Il y a des Chinois qui sont là, il y a les Camerounais, il y a Bolloré, il y a même un autre opérateur. Donc vous voyez donc que le président de la République essaye en fait de faire que le Cameroun ait une économie autonome. Je vais même plus loin. La dernière rencontre qu'il va convoquer de la CEMAC, eh bien, il va donner instruction à un certain nombre d'experts et à la Banque centrale de réfléchir en fait sur la possibilité d'avoir une monnaie commune. Donc c'est vrai. Par contre, il y a un mot qui m'a un peu un peu fait réfléchir. Efforts supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Le président demande de faire des efforts supplémentaires. À quelle sauce va-t-on? Il faut savoir aussi que la guerre coûte cher. Cette guerre, nous l'avons toujours dit, nous faisons une grande différence entre les revendications d'ordre sectoriel et républicain dans le sud-ouest et cette aventure criminelle que certains vont vendre à nos enfants. Cette aventure criminelle qui est perdue.
Il faut arrêter ça. Ces enfants qui sont encore dans la forêt, il faut qu'ils épargnent leur vie. C'est perdu cette histoire. Donc, effort supplémentaire, ça veut dire véritablement que 4 700 milliards de budget, le président est en train de réfléchir. Il ne sait pas s'il faut reconduire un accord triennal avec le Fonds monétaire international. Donc, il n'a pas intégré de possible, comment je vais dire, rentrée d'argent et un nouvel endettement. Il réfléchit. Ça peut être une nouvelle fiscalité qui peut être revue. On sera très vigilant là-dessus. Docteur Georges Edimo Munguri, on parlait justement du Cameroun et tout à l'heure Bertrand évoquait le contexte international, le fait effectivement que des tensions entre les puissances peuvent entraîner une inflation par exemple du cours d'une des matières premières que nous commercialisons facilement à l'étranger, en particulier le pétrole. On a semblé minimiser le budget d'un peu plus de 4 850 milliards de francs CFA. Mais est-ce que le Cameroun n'a pas sa part de responsabilité dans la situation économique quand un pays a l'incapacité, jusqu'aujourd'hui en 2019, à transformer ses matières premières en produits finis? Est-ce que les gouvernants à ce niveau n'ont pas leur responsabilité sur cette économie qui peine à passer d'une pré-transformation à une transformation véritable? Mais écoutez, pour rester compétitif. C'est un problème très important. Aucune économie ne s'est levée sans s'industrialiser. Il faut se repositionner. Est-ce qu'il y a même de la volonté? C'est peut-être là la question. Est-ce qu'il y a de la volonté de la part de nos gouvernants? On est quand même dans un pays, c'est vrai qu'on a ces contraintes internationales, mais on constate qu'au Cameroun, quasiment, on est obligé de tout importer. Certains parlaient d'ailleurs du cure-dent qu'on importe au Cameroun. Comment on peut expliquer qu'on soit à ce niveau de sous-développement économique? Ben écoutez, l'industrialisation implique un certain nombre de préalables. Ces préalables sont avant tout infrastructurels. Les actifs infrastructurels doivent être renforcés. Vous ne pouvez jamais vous industrialiser quand vous avez un déficit énergétique criard, quand vous n'avez pas de voie d'accès, quand vous ne disposez pas d'un port en eau profonde, quand vous ne pouvez pas vous connecter sur la fibre optique et échanger, renforcer la vigueur des échanges au plan international. Je sais, il y a un très mauvais sentiment au niveau du pays qui s'explique. Les guerres et tout le reste, les détournements des deniers publics, la corruption, qui se fait surtout là, où on dirige, pas nécessairement le chef de l'État, mais autour de lui, ça existe. Et tout cela a créé ce que j'appelle dans un livre que je viens de publier, le Camer pessimisme. C'est-à-dire que de manière naturelle, les Camerounais, y compris ceux qui sont bien préparés pour comprendre les choses, sont pessimistes par rapport à l'avenir du pays. Mais nous autres, de notre côté, nous avons une autre façon de voir les choses. Nous disons que déjà le taux de croissance de 4% pour un pays qui est en guerre, c'est une performance. Parce que chaque guerre d'usure vous arrache 1 à 2 points de pourcentage de croissance de manière automatique. Donc quand vous êtes à 4, ça veut dire que vous aurez pu être à 5,5, à 6. C'est une performance. Nous disons surtout que un pays qui parvient à renforcer ses actifs infrastructurels est un pays qui prépare une croissance forte. Et ça va surprendre tous les Camerounais, mais aujourd'hui, la forme la plus aboutie de massification, d'investissement dans l'infrastructure, c'est le Cameroun. Ce n'est pas un autre pays en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire c'est le pays qui a mis beaucoup d'efforts à renforcer et les barrages, à créer des barrages, à créer des autoroutes, des stades de football, des grains, des ceci et cela, des ports en eau profonde, des ponts sur tel autre peu. Disons qu'il y a eu un très grand effort pour dire vrai, même si par moment, toujours à côté du chef de l'État, il y a eu des surfacturations, il y a eu des marchés de gré à gré de toutes sortes de types, mais dans le fond... Oui, mais dans le fond, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Et pour nous, et c'est là où je vais chuter, on est en train de poser le socle
pour une industrialisation prometteuse. Je pense que ça, j'avance ça de manière préactive. Je pense que les Camerounais seront bien surpris autour des années 2023, 2024, de constater que le pays affiche des débordements de croissance de l'ordre de 8, 7 et sur une longue durée. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous parvenez à gérer déjà votre capacité à générer de l'énergie, vous mettez au rebut des centrales thermiques qui vous coûteraient peut-être 2 milliards de francs par semaine. En fait, c'est ça le coût. Donc, je pense que progressivement, on va vers une bonne direction. Et pour nous autres, moi personnellement, je pense qu'il y a trop de mensonges. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on devrait envisager l'émergence du Cameroun en 2035. Certains ont pensé ça. Peut-être que le chef de l'État et ces gens aussi, ils y croient ferme. Mais nous autres, avec les préalables qui sont mis en place, beaucoup de chemins sont déjà parcourus et il suffirait de renforcer et d'exploiter les vents favorables, parce qu'il y a des vents favorables qui soufflent. Un des vents favorables, c'est la création d'une zone d'Île-de-France. L'autre vent favorable, c'est la mise en route de beaucoup de projets intégrateurs dans la zone CEMAC, etc., etc. Donc, il y a pour nous autres des raisons d'imaginer que, en fait, l'État devrait plutôt penser en termes de voir si on ne peut pas arriver plus tôt. Naturellement, ça va nécessiter que la corruption soit réduite. Ça va nécessiter que la crise anglophone et les problèmes de ce type soient réglés. Jacques Maboula Bouya, le président de la République, Paul Biya, invite les Camerounais à un effort supplémentaire. On croyait avoir vu le beau dictionnaire. Je dirais déjà le discours du chef de l'État, c'était en 3 articulations. Vous aviez le chef des armées qui a parlé pour dire j'irai au bout de ma logique si vous ne déposez pas les armes. Et je suis ouvert à la clémence et à la miséricorde pour ceux qui déposent les armes. Ensuite, le chef des armées laisse place au président de la République qui dit débattons, ne combattons pas, respectons les institutions de la République. Après que la Cour constitutionnelle se soit prononcée, le débat est clos. Aucune démarche ne changera les résultats des urnes. Et puis enfin, le chef de l'État qui va maintenant parler, d'abord à son gouvernement, pour dire le progrès social n'est pas un vain mot. Ça veut dire je veux des résultats. Ça veut dire il faut prendre en considération le niveau de chômage, l'insalubrité, le logement social, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, la modernisation de l'agriculture, remettre tous les Camerounais au travail, créer un confort résidentiel, bref, rétablir une confiance en la République. Ça, c'est le chef de l'État qui parle. Et en même temps, il va dire, en qualité de chef de l'État, il y a des efforts qui ont été faits. La loi sur la décentralisation, le grand dialogue a été mis en place. On a délocalisé, on va rentrer dans une accélération de la décentralisation. 15% des revenus du budget de la nation sera redonné aux communautés, etc. Il rentre dans l'approche managériale de la République. Après avoir dit cela, il y a une contrainte majeure qu'il demande, c'est-à-dire qu'il va falloir se serrer les coudes. Se serrer les coudes, d'accord. Mais à ce niveau-là, il faut aussi regarder les choix stratégiques à prendre. Parce que les Camerounais serrent les coudes depuis un nombre d'années. Mais les choix stratégiques de la République sont mauvais. On ne peut pas être un pays aussi puissant qu'agricole et nous sommes encore à l'approche moyenâgeuse de l'agriculture. Nous avons des choix politiques qui ne sont pas quantifiés, qui ne sont pas spécifiés par secteur. Et ça fait que ça génère quoi? Un gaspillage et un détournement. Parce que tant qu'on n'a pas arrêté les quantités, chacun peut faire ce qu'il veut de l'argent public. Et ça peut se déployer sur plusieurs secteurs. En agriculture, en travaux publics, en santé, en éducation. Il n'y a pas un plan directeur du bien-être de la nation.
C'est ça le problème de ce pays. C'est-à-dire chaque ministre vient avec son agenda personnel, il fait ce qu'il veut, il part, et celui-là ne connaît pas la suite. Celui qui arrive après lui ne connaît pas la suite. Il est question ici maintenant de remettre le Cameroun sur un plan directeur de développement et d'épanouissement de la nation tout entière pour tous et partout. Si on ne remédie pas à cela tout de suite, il peut changer sans gouvernement. Ça va être toujours de l'intelligence en termes de détournement, en termes d'intérêts particuliers, en termes d'affairisme, en termes de copinage. Et je pense que serrer les coudes, c'est bien, mais réorienter, redéfinir la politique gouvernementale en termes de construction nationale, c'est mieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a une urgence. Quelle est la fondation du Cameroun sur les 30-50 années à venir? Même ceux qui sont en face de moi, du parti au pouvoir, ils ont du mal à expliquer ce que le président de la République veut faire. Et ça, c'est dramatique pour la nation. Très bien. Docteur Marcel Simot, au sein du gouvernement, on a visiblement du mal à s'approprier la vision du président de la République. C'est ce que nous dit Jacques Maboula Bouéa. D'où cette navigation économique à vue. Non, on ne parlera pas de la navigation économique à vue. Mais ce qu'on va reconnaître, et on va le dire avec honnêteté, c'est qu'à un moment, ou alors maintenant, le président est dans une posture de confiance personnelle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il est dans une posture de confiance personnelle et il veut s'impliquer. Parce que les Camerounais, à un moment, ont dit c'est un président qui est hors du pays. Alors, il vous démontre qu'il veut s'impliquer dans la gestion, qu'il veut s'impliquer dans le développement, qu'il veut s'impliquer dans les projets qu'il met sur pied, bien que ce soit des individus qu'il place à la tête, mais qu'il veut s'impliquer lui aussi. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une navigation à vue au niveau des membres du gouvernement, non. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses, on ne va pas dire non. Mais je suis convaincu qu'avec la posture que le président a démontré le 1er janvier, le 31 décembre 2019, que c'est quelqu'un qui serait beaucoup plus vigilant maintenant, je vous rassure, quelqu'un qui serait beaucoup plus averti maintenant et quelqu'un qui serait très prêt à frapper lorsqu'on ne marchera pas. Dans la conseil lui qui tient ministre pratiquement. Non, ne prenons pas dans cet angle. Très rarement. Comment il va faire? Justement, je vous assure, à partir du discours, on a observé quelqu'un qui connaît l'évolution ou alors sociétale, quelqu'un qui connaît les problèmes que nous rencontrons au jour ou à la seconde. Donc, ne pensons pas, arrêtons de penser à un moment qu'il le faille, qu'il soit constamment présent pour pouvoir agir. Mais je vous rassure qu'on va observer un président nouveau, ça je vous le dis, on va observer un homme nouveau que nous n'avons jamais connu, et un homme, parce que un panéliste, le docteur l'a dit tout à l'heure, un homme de 86 ans, rassurons-nous, n'a plus peur de rien. Il n'a plus peur de rien. Il n'a plus peur de mourir. Et je crois, tout le monde, personne ne va me démentir ici, à 36 ans, il a presque, moi je vais dire, il a tout donné au Cameroun. Ça veut dire que maintenant, il est dans une phase, dans une optique de mettre ce pays comme il le désire avant de partir. Donc il n'a plus peur de la France va dire ci, les États-Unis vont dire ça, l'Occident va dire ci, ou alors une ONG va dire ça. Non, il n'est plus dans cette posture-là. Donc maintenant il est dans la logique de faire ce qui est bon et juste pour le Cameroun. C'est pourquoi je dis, j'ai bien peur qu'à un moment, que les Camerounais commencent à ne plus comprendre leur président. C'est vraiment parce qu'il y a eu cette Abdoulaziz, vous avez le sentiment que le président de la République, qui semblait donner quelques signaux dans son adresse lors de sa prestation de serment le 6 novembre 2018, présageait justement un septennat de grandes opportunités qui pourraient véritablement révolutionner le Cameroun. Vous avez le sentiment que c'est le même chef d'État qui s'est adressé le 31 décembre dernier? J'ai commencé par vous dire, Yves, que la constance du chef de l'État se fait observer dans son discours récent. Et je suis un peu gêné quand M. le maire dit que nous faisons de la navigation à vue. Je voudrais rappeler à M. le maire quand même qu'un pays ne se gouverne pas, ou alors quand on vous nomme ministre ou directeur général, c'est vous qui influez la politique de gouvernance d'un pays. Ça vient d'en haut, ça vient du sommet, ça vient du chef de l'État. Il influe une idée. Il émet une idée et il y a des techniciens qui mettent en place cette idée. Voilà comment ça fonctionne.
quand vous avez un poste de responsabilité, on vous nomme ministre ou tutelle de la République, vous avez déjà un plan directeur qui est là, qui vous dit voilà les différentes, le travail que vous avez à faire selon le poste qu'on vous a assigné. Maintenant, quitte à vous de pouvoir développer cette politique-là, on peut peut-être retenir le laxisme sur le suivi, n'est-ce pas, des plans directeurs qui sont émis peut-être par le sommet de l'État. Bon, c'est ça, il peut peut-être avoir péché de cela, mais de dire qu'il n'y a pas de plan directeur, non. Nous voyons bien que dans le discours du 31 décembre, le chef de l'État est cohérent et il est constant. Et vous voyez que ses préoccupations majeures n'ont pas changé, Yves. Ça reste toujours l'éradication de la pauvreté et le bon vivre des citoyens camerounais. Donc, en ce sens-là, il, en bon père de famille et chef et père de la nation qu'il est, a reconnu. Et d'ailleurs, ce serait ici un gros péché de croire qu'il est de perfection, car perfection n'est pas de ce monde. Nous savons que toute action découlant d'un être humain des hommes ne peut avoir que des imperfections que nous modifions au fil du temps. Le chef de l'État, je pense que tient le bateau Cameroun. Aujourd'hui, l'émergence 2035 qui est annoncée depuis un certain nombre d'années, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure le docteur, nous sommes sur cette voie-là et les réformes qui sont en train d'être prises dans les difficultés que nous connaissons, avec les guerres, avec les chutes des matières premières sur le marché international, nous réussissons quand même à tenir un certain cap. Il faut se dire que à partir des années, effectivement, 2022, 2023, 2024, les Camerounais auront à observer, n'est-ce pas, le résultat de ces sacrifices-là ou alors de ces incompréhensions. Parce qu'il faut quand même que je vous rappelle une petite anecdote. Vous voyez, moi je me souviens à l'époque où le feu président Aïdjo avait lancé le projet de construction des SIC, Bonamoussa Di, Makepe et autres. On avait dit des vertes et des pas mûres dans les journaux. Le président Aïdjo a pris l'argent de l'État pour aller jeter dans la brousse, dans la forêt, gna, machin et tout. Aujourd'hui, on voit ce qu'est devenu Bonamoussa Di. On voit ce qu'est devenu Bonamoussa Di. C'est pas qui peut habiter à Bonamoussa Di, mais c'est qui peut. On voit ce que c'est devenu. Donc aujourd'hui, nous sommes dans des réformes profondes. Et au sortir justement de tous ces accords et tripatouillages qui avaient été faits il y a 60 ans, il faut dire que le chef de l'État, comme l'a dit le frère tout à l'heure, en bon visionnaire, amorce progressivement un certain nombre de réformes qui vont se faire apprécier par des Camerounais dans probablement 5 ans, d'ici 5 ans. Voilà, vous parlez du même Cameroun que je connais. Ben, évidemment, c'est celui sur lequel nous sommes ici. Je pense que vous parlez d'un Cameroun imaginaire. Très bien. C'est pas le vrai Cameroun. Je vous laisse mettre de vos propres. Bertrand, sur cette question, évoluons un tout petit peu. Prenons le président de la République en patron des forces armées. Boko Haram, c'est depuis 2014, la crise anglophone depuis 2016. Est-ce que le discours du président de la République sur le volet sécurité vous a suffisamment rassuré? Je voulais d'abord dire rapidement que l'inertie, la corruption, les lenteurs, les détournements, le président est bien placé parce que c'est lui qui le dit. En 2013, c'est lui, dans un discours novateur, qui le dit. Et il dit « je vais sévir ». Il faut aussi dire que le Cameroun est le seul pays au monde qui a un tel niveau d'arrestation. Dans aucun pays au monde, on a un niveau d'arrestation tel qu'au Cameroun. Dans aucun pays au monde. Et cela va continuer, parce qu'il y a beaucoup de dossiers en instruction. Est-ce que ce n'est pas un indicateur Je de vais plus loin. malgouvernance? Le président, en quelque sorte, quand vous êtes dans la vision d'un pays, il y a la première valeur que vous devez avoir, c'est la valeur paix. Et la FMM, c'est-à-dire la force multinationale mixte, il ne faut pas le mettre peut-être seulement à l'actif du chef de l'État, mais c'est lui qui convoque la réunion de sécurité sur Yaoundé. Et en moins d'1 mois, c'est-à-dire que sur des fonds propres, en quelque sorte des États de l'Afrique centrale, on met sur pied des unités militaires et on vote un budget autonome, 50 milliards, ce que nos amis de la CEDEAO n'arrivent pas à faire. Et c'est comme ça qu'on crée la FMM, le siège de le commandement est en Djamena. C'est le président qui l'initie. Deuxième des choses du président de la République, il va développer des axes forts. Vous savez, en fait, le Cameroun était la chasse gardée de Paris. Aujourd'hui, nous avons un axe stratégique avec Pékin. Premier investisseur au Cameroun, 3 000 milliards d'investissements de francs CFA sur les 7-8 dernières années. C'est pour ça qu'on l'appelle dictateur. Le dictateur, le dictateur. Aussi avec un axe stratégique fort
avec Moscou. C'est ça la vision. Allons dans le domaine universitaire. Madame Simon est bien placée pour nous le dire. 8 universités d'État avec une floraison d'écoles. Vous avez Polytechnique aujourd'hui à Marois. Et pas n'importe quelle Polytechnique. Polytechnique uniquement liée à ce qu'on va appeler des métiers d'extraction. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'aller supplier à l'école des mines supérieures de Paris. Nous allons former des ingénieurs qui formeront d'autres ingénieurs à l'extraction minière. Voilà l'émergence. Donc les Camerounais ont l'impression que quand le président parle d'émergence, c'est qu'ils vont se réveiller un matin, on est émergent. Non, on prépare l'émergence. Et au vu, comme j'ai dit, de l'âge et du passé du présent, il nous prépare l'émergence. Et quand nous arriverons au pouvoir, le NNP, nous, on aura seulement à s'appuyer sur les acquis du président de la République et développer. Mais attention, je suis un peu en contradiction avec madame. Vous avez certains de vos copains, quand même, effectivement, certains visages qu'on a du mal à accepter et qu'on ne veut plus trop voir. Restons là pour ne pas trop se fâcher. Concernant, en fait, le chef militaire, je crois que ça a été le dernier avertissement du chef de l'État. Et en quelque sorte, les informations que nous avons montrent que l'armée a décidé de passer à l'offensive. Lors de l'installation du général Valère K, en fait des responsables militaires à Bamenda, le ministre de la Défense a été clair. Vous savez que le ministre de la Défense au Cameroun, c'est un ministre délégué. C'est le président de la République qui est ministre de la Défense, au-delà de son titre de chef des armées. Il a été clair dans l'installation de ces généraux. Nous vous demandons d'aller détruire les derniers camps de ces criminels que l'on signale ça et là. Ça veut dire que l'armée n'est plus là dans un rôle, comment je vais dire, de sécurisation de village. L'armée aujourd'hui a instruction d'aller dans la forêt mettre fin à cette aventure criminelle. Les populations n'en peuvent plus. La récréation est terminée. Et quand le président le dit, il y a de cela 2 jours, je recevais encore, je m'interdis de le partager sur les réseaux sociaux, en fait, les prouesses de notre armée. Je peux vous dire qu'elle travaille. D'ailleurs, je profite pour infiniment saluer cette armée de métier. Donc, voilà le chef militaire aussi, qui a partant aussi dire qu'on va continuer, l'armée va continuer à fonctionner avec mesure. Ça veut dire que si un petit délinquant sort de la forêt, il se rend, eh bien, nous allons effectivement lui dire, parce qu'il y a des structures d'accueil, lui dire qu'écoute, fiston, tu as été embarqué dans une aventure criminelle, les meneurs de ça sont aux États-Unis avec femmes et enfants, les enfants vont à l'école, regarde ce qu'ils ont fait de toi, et on lui donne la possibilité de se réinsérer. Donc je crois que dans les 3, 4, 5 mois qui viennent, que ces enfants nous écoutent bien, qu'ils ne sacrifient pas leur vie pour des voyous et des bandits, effectivement, et qu'ils s'insèrent. Dernier conseil du président de la République, c'est un état d'esprit, la démocratie. Quand vous vous engagez en politique, vous devenez esclave de la loi. Elle n'est pas bonne, vous devenez esclave de la loi. On ne pourra plus accepter que dans ce pays, quelqu'un se place au-dessus de la Constitution. Vous ne pouvez pas. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire politique du Cameroun. Même M. Frondi, au temps de sa splendeur, et Dieu seul sait, j'étais jeune étudiant, j'étais dans le pôle Biya à Moscou, il faut dire la vérité, je l'étais, j'étais en France. Je dis que mais il nous énerve ce pôle Biya, il faut qu'il parte. Même lui ne s'est jamais couché à Bamenda et dit je suis chef d'État. Eh bien, il est allé au contentieux, il a retiré sa plainte et il a expliqué que sa victoire aurait été volée. C'est différent de dire que je suis chef d'État. Et là, le président est pédagogue, est républicain, et même, comment je vais dire, bonne conseillère, et explique que les hommes politiques qui veulent faire la politique dans ce pays devront respecter nos institutions et la loi. Docteur Georges-Élie Momungouri, parlons un tout petit peu de la décentralisation. Le président l'a évoqué, revenant justement sur les retombées du grand dialogue national, avec en prime cette loi portant code des collectivités territoriales décentralisées. J'aimerais vraiment que l'on s'apesantisse là-dessus. Il y a une véritable urgence d'impliquer les mairies dans le processus de développement. C'est peut-être l'une des solutions pour sortir des difficultés que traverse notre pays. La vision de 15% des recettes ou de la dotation générale à ces collectivités-là, est-ce que c'est une avancée suffisamment forte pour impulser un changement véritablement important dans ces municipalités-là où vivent les populations? Mais écoutez, 15%, c'est certainement un départ. Je ne pense pas que ce soit l'indicateur qu'il faudra garder pour les années à venir. Je pense que bon, c'est un point de départ. On part peut-être de 5 à 7%, à 15%, il y a un progrès. Mais dans les pays du monde aujourd'hui,
c'est un peu, ça va dans les 30%, 30-40%, qui sont affectés aux régions, aux communes et à tout le reste. Donc, personnellement, je pense que c'est une initiative qui est lancée pour voir comment ça va être géré, parce qu'en fait, il faut également dire que de l'autre côté, il faut bien s'assurer que le personnel municipal et tous ceux qui dirigent les mairies et autres sont aptes à gérer tout cela. Mais c'est une très bonne initiative dans la mesure où véritablement la décentralisation est une voie également qui permet de couper un peu l'herbe au pied des corrupteurs et au pied de tous ceux qui volent de l'argent un peu en haut là-bas. La décentralisation, l'accélérer, voudrait dire que le ministre n'aura plus à se déplacer tous les jours, aller par-ci, par-là, avec des frais de mission exorbitants, sans pouvoir résoudre le problème de fond, parce qu'en fait, on ne peut pas être à Yaoundé et savoir ce qui se passe à Yabassi, même si on a un sous-préfet. Ce sous-préfet ne représente pas la population, il représente l'administration. Donc, je pense que c'est un progrès et il faut aller vraiment dans cette direction, redonner le pouvoir véritablement aux populations. Je suis sûr que si on disait, par exemple, nous accordons à chaque mairie un bonus de 1,5 milliard pour faire des plans locaux, on pourrait avoir un débordement de croissance extraordinaire en peu de temps, que de laisser cet argent géré à partir de Yaoundé là-bas, par des ministères de toutes sortes. Et l'argent, on ne sait même pas souvent si les projets qui ont été identifiés ont été implémentés. La décentralisation nous permet d'avancer un peu vers une meilleure gouvernance et une certaine transparence. On ne sait pas, on fait des routes dans des campagnes, qui va les construire? C'est parfois une entreprise qui vient de n'importe où qui le fait. Dans le cadre d'une décentralisation bien pensée, on saura que la construction des routes va impliquer quand même les enfants du terroir, va impliquer les entreprises qui sont choisies par les conseillers municipaux. On sait exactement ce qu'on va faire. Pas qu'on dessine quelque chose depuis Yaoundé et on vient implémenter. Je crois que c'est un progrès et qu'il faut accélérer, mais surtout, je reviens là-dessus, en France, je le rappelle, les communes, les régions et tout le reste gèrent quand même 70% des recettes publiques. Donc, quand on est ici à 85%, du côté de l'État, c'est toujours assez lourd. Donc, c'est un appel pour dire qu'il faudrait quand même penser à monter le plus rapidement possible vers les 30% et au-delà. Jacques Maboula, le chef de l'État Paul Biya ne vient-il pas de créer un cataclysme quand on sait que l'administration centrale jusqu'ici gérait pratiquement les centimes additionnels communaux qui étaient reversés aux municipalités à travers le FECOM, un mécanisme d'ailleurs décrié par les municipalités. Est-ce qu'on peut changer du jour au lendemain des habitudes qui sont bien ancrées? Écoutez, ce choix n'est pas un choix politique, c'est un choix de survie. Parce que, ça, je le disais en début de mandat, s'il n'y a pas de décentralisation, il y aura implosion sociale. Quelque temps après, la crise anglophone était née. Aujourd'hui, on se rend compte, et je l'avais dit, la décentralisation coûtera moins cher que la guerre. Aujourd'hui, vous êtes à pratiquement, quand je suis les chiffres qui ont été communiqués par le gouvernement de la République, on dit la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest va coûter minimum 3 500 milliards. Eh bien, 15%, c'est à peine 700 milliards du budget de la nation. Je voudrais préciser également que sous Fidel Castro, vous aviez 54% du budget de l'État affecté aux services sociaux. Et je pense qu'aujourd'hui, si l'État ne décentralise pas, il n'y aura même pas émergence. Je vous prends un exemple simple. La décentralisation a pour but de mettre en activité tous les territoires. Au plan agricole seulement, si vous fixez le cap de 1000 hectares de production à chaque municipalité, sachant que nous avons par exemple 2 campagnes l'an pour les cultures
courte. Vous allez avoir sur les 360 000 communes du Cameroun, 360 communes du Cameroun, 720 000 hectares à produire. Vous comprenez? Si vous vous dites que chaque hectare ne fait que 2 tonnes, je prends le chiffre le plus bas, 2 tonnes, et que vous vendez ces 2 tonnes à 100 francs le kilo, vous êtes à une production par campagne de 72 milliards pour le Cameroun. Et ça, c'est des chiffres faibles. La décentralisation n'est pas seulement la dépense, mais elle est aussi la production de la nation. Il faut que les gens comprennent très bien. Ce n'est pas seulement donner l'argent pour donner l'argent, mais aussi fixer des objectifs de territoire. Et quand on n'a pas compris cela, on ne comprend pas que la prospérité d'une nation, c'est l'effort de tout le monde. Le chômage que nous avons aujourd'hui, c'est l'oisiveté de chaque territoire qui se déverse dans ce Douala, qui pourrit Douala, et qui fait en sorte que Douala, Yaoundé, Bafoussam soit comme invivable, soit comme une décharge publique humaine. Vous comprenez? Et je dis la décentralisation, comme on dit, ça va oxygéner le Cameroun, ça va apporter le Cameroun, ça va porter le Cameroun vers des objectifs politiques nobles et dignes. Et les Camerounais vont se retrouver à travers ce modèle de développement-là. Et c'est vraiment dramatique que les gens n'aient pas compris cela très tôt. Aujourd'hui, on est dans des histoires très compliquées nord-ouest, sud-ouest, parce qu'il n'y a pas eu décentralisation. Je suis certain d'une chose. Si on avait fixé des objectifs quantifiés par territoire, par exemple 20 élèves par enseignant, que ce soit à Yabassi, à Banjoun, à Kousseri et autres, l'État saurait quels sont les hommes qu'il me faut. Si on avait fixé un objectif de 100 malades par médecin, on saurait quel nombre de personnes il me faut par territoire, parce que chaque maire pourrait dire mon cardiologue reçoit pratiquement 1000 personnes par semaine, c'est pas normal, il faut un cardiologue ici. Et à l'école des médecins à Yaoundé, on sait qu'il faut des cardiologues. Et tout ça, je dis, le bien-être d'une nation, c'est une programmation. Très bien. Docteur Marcel Simon, je voudrais qu'on avance ce dimanche et que l'on aborde sans transition la deuxième thématique et on parle justement de l'an 60 de l'indépendance du Cameroun. C'est curieux que l'événement soit passé finalement sans tambour ni trompette. On parle quand même de l'indépendance du Cameroun, qui est le premier des 17 pays d'Afrique à avoir acquis son indépendance. Est-ce que le fait que cet événement ne soit pas célébré au Cameroun n'est pas aussi la preuve que le Cameroun a du mal à se séparer de son ancienne métropole? Ou mieux encore, le régime de Yaoundé est très content d'être toujours au service de la France. Sans hésiter, Yves, je dirais, je ne suis pas d'accord avec cette logique ou cette façon de voir les choses. Pourquoi à toute nation, il faudrait une célébration particulière? C'est l'indépendance d'un pays. Oui, dans tous les pays du monde, c'est même l'événement qui est le plus célébré. Suis d'accord. Pourquoi au Cameroun, ça passe inaperçu? Beaucoup de personnes veulent la comparer au 20 mai chaque fois. Pourquoi on célèbre le 20 mai et pas le 1er janvier? Je ne suis pas très... Que cela ne fasse pas, n'est-ce pas, un sujet intéressant et pertinent, non. Mais quand on regarde, après 60 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a fait? Quels sont les pas qui ont été développés? Moi, je crois que c'est ça qui est important. Et si on regarde sur cet angle-là, on se dit, oui, 60 ans, on l'a eu 1er janvier, 60 ans aujourd'hui, qu'est devenu le Cameroun? Je crois que c'est ça qui est important. Et à ce niveau, que ce soit sur le plan structurel, éducationnel, économique, politique, social, je crois que tous les éléments, il y a quand même eu amélioration. Il faudrait être pessimiste, extrêmement pessimiste, pour ne pas reconnaître cette légère évolution. Moi, je vais appeler ça comme ça. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a eu évolution, c'est vrai, mais il devrait encore avoir beaucoup plus si les choses, ou alors si les uns et les autres étaient beaucoup plus sérieux. Hier, par exemple, avant cette indépendance, ou alors au début de notre indépendance, nous étions quand même à une université. Le docteur l'a souligné. Maintenant, nous sommes à 8. Je crois que c'est énorme. C'est beaucoup, c'est des prouesses à féliciter, à louer, sans compter les IPES qui tournent autour, parce que hier, c'est des choses qui n'existaient pas. Si tu n'étais pas étudiant à soi, je crois que tu n'as rien d'autre à faire, tu restes à la maison, parce que même des IPES, il n'y en avait pas à côté de nous. On voit une évolution à ce niveau-là qui rend l'éducation beaucoup plus accessible et facile pour les uns et les autres. Maintenant, dans le domaine de la santé également, on ne va pas se nier qu'il y a eu
des progressions. Maintenant, chaque fois, des gens vont me dire, oui, après 100 ans, on est toujours à 2 présidents. Je dis, c'est pas ça qui est important. On est à 2 présidents parce que celui qui est là est important. Il fait ce qu'il faut pour qu'on avance. Et c'est parce que, d'ailleurs, quelqu'un dit souvent, on ne change pas l'équipe qui gagne. Alors, si la personne qui est là est aussi importante et a la capacité de propulser l'équipe, je ne trouve pas de raison pour laquelle il doit être changé. Après le président de la République, personne non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais j'ai été sur d'autres plateaux confrontés avec des personnes qui me disent non, mais quand même à 100 ans, nous n'avons que 2 présidents. Et je ne voudrais pas qu'on fasse le bilan de 100 années d'indépendance sous cet angle-là. Ça ne nous avantage pas, ça ne nous apporte rien. Mais qu'on fasse le bilan sur ce qui a changé sur le plan social, ce qui a augmenté sur le plan économique, ce qui a évolué sur le plan politique. Hier, on était à un seul parti politique. Maintenant, on a la possibilité de s'exprimer par-ci, par-là. Voilà également des éléments ou alors des actions qui démontrent qu'après l'indépendance, on tout progressivement tend vers l'évolution parfaite ou totale. Donc, on ne se résume pas à cet aspect-là, non, ça ne me rend souvent pas. Abdelaziz Konaté, ce 1er janvier 1960, c'était quand même un événement historique avec la fin des tutelles et des mandats qui ont précédé l'indépendance de ce Cameroun-là. Mais est-ce que cette tutelle-là n'a pas finalement changé simplement de vocable? Autrement dit, avez-vous le sentiment que le Cameroun, en 60 ans, est véritablement indépendant? Bon, pour répondre à cette question, je crois d'ailleurs que j'étais sur votre plateau ici la dernière fois et j'avais déjà un peu éclairé cet aspect de la chose. Il faut dire que ces indépendances, moi je dis toujours qu'on nous a imposées, alors même qu'on n'était pas encore véritablement prête. On a dû prendre un train qui était déjà en marche. Il fallait mettre un certain nombre de personnes pour suivre une mouvance qui avait été décidée dans des salons feutrés sur d'autres cieux. Il faut dire que nous avons quand même eu la grâce d'avoir le président Idio, que Dieu nous a envoyé pour pouvoir, n'est-ce pas, rattraper ce train en marche et essayer d'insuffler une certaine dynamique au bateau camerounais. Effectivement, comme disait le docteur, je disais, le sujet n'est pas de savoir sur le nombre de présidents que nous avons eu au Cameroun. Ce n'est pas ça la préoccupation, même si on n'avait eu qu'un seul depuis les indépendances. Où en est-on après 60 ans, Yves? C'est tout. Est-ce qu'après 60 ans, et c'est pour cela aujourd'hui que vous voyez, on revient sur tous ces problèmes, parce que moi je dis même que je remercie l'Éternel de m'avoir donné vie pendant justement vers la fin de ces 60 ans-là, parce que nous sommes à un tournant décisif, où 60 ans plus tôt, on nous a amené des choses qu'on ne maîtrisait pas, parce qu'on n'avait peut-être pas l'expertise, on n'avait peut-être pas, on va dire, l'intelligence suffisante pour pouvoir comprendre ce qu'on nous préparait. On nous a imposé des choses difficilement supportables et il faut aujourd'hui, après 60 ans, que maintenant nous renouvelions ces accords-là. Il n'y a même pas matière à fêter en réalité parce que quand vous avez une immigration clandestine qui est grandissante, quand vous avez le taux de chômage qui est grandissant, quand on vous étouffe sur le plan économique, vous n'avez pas encore la possibilité de pouvoir faire votre monnaie. Vous ne fabriquez pas, vous n'avez pas tous les leviers de votre économie en main. Après 60 ans, nous n'avons pas véritablement de quoi nous enégayer au point de pouvoir déclarer cela une journée ou alors un mois festif. Il n'y a pas de quoi festoyer. Il y a plutôt matière aujourd'hui, je pense, Yves, à réfléchir, à s'asseoir, à se poser les bonnes questions pour les futurs engagements que le Cameroun va être amené à prendre pour les 50, 30 prochaines, les 30, 40, 50, 60 prochaines années. Donc aujourd'hui, 60 ans après, je pense que il faut dire quand même que cette chose qui nous ont amené, Internet, a quand même son pesant d'or aujourd'hui parce que ça interpelle plus d'une personne aujourd'hui sur véritablement ce que nous allons être amenés à signer. Nous entendons de ci et là, bon, c'est encore dans les indiscrétions que sous peu nous aurons peut-être une nouvelle monnaie dans l'Afrique centrale qui s'appellerait l'Afrix, la sœur jumelle de l'ECO. Attendons de voir si c'est effectivement le cas que ça va arriver. Donc nous sommes à l'ère de renouvellement des accords où 60 ans, si on fait un bilan, effectivement, Yves, c'est un bilan désastreux. Nous avons l'immigration choisie, clandestine, autant pour moi. Nous avons le taux de pauvreté et de chômage qui a explosé tous les compteurs.
Nous avons un dynamisme, une jeunesse. Nous avons le Cameroun, c'est 75%, la population de 35 ans, c'est 75% jeunes. Donc ce dynamisme-là, ces réalités-là que nous vivons aujourd'hui, nous devons pouvoir réfléchir, n'est-ce pas, pour les générations futures. Donc je pense que les 60 ans sont des 60 ans de bilan et non des 60 ans... Le bilan n'est pas bon. Le bilan n'est pas bon sur certains plans, avec bien évidemment les partenaires internationaux, notamment la France. Parce qu'il faut dire que jusqu'à présent, nous sommes dans une zone d'influence française. Il y a beaucoup d'accords qui ne dépendent pas forcément toujours du Cameroun ou des Africains que nous sommes, mais c'est des choses qui se sont décidées après la Deuxième Guerre mondiale, que nous subissons, et c'est des choses, des réformes qui vont aller par paliers. Nous, à notre niveau déjà ici, nous essayons déjà de poser, d'implémenter les bases, comme on disait tantôt ici sur le plateau, déjà sur l'aspect structurel avec les industries que nous nous battons à mettre sur pied, et puis les réformes avec les barrages et tout ce qui va avec. Aussi, nous pensons que ces pays-là aussi, au niveau supérieur, c'est-à-dire que la France et autres, essayent aussi de pouvoir se libérer de certains accords qu'ils ont. Donc c'est par palier. Mais nous, à notre niveau déjà, le bilan que nous pouvons faire avec de 60 ans d'indépendance, aujourd'hui, c'est un bilan mitigé, s'il faut le dire ainsi. Bertrand, sur les 60 années d'indépendance du Cameroun, avez-vous le sentiment qu'il y a quelque chose de positif à en tirer? Une économie qui reste tributaire de la France, avec justement les réserves du Trésor, une démocratie pratiquement, certains parlent de démocratie importée, certains parlent de régime contesté, certains estiment également que finalement ceux qui sont au pouvoir au Cameroun aujourd'hui doivent beaucoup à la France. En 60 ans finalement, est-ce que le Cameroun a pu tirer des leçons de cette indépendance? Est-ce qu'il y a une réelle volonté de rupture? Autrement dit, avez-vous le sentiment que sous les deux chefs d'État que le Cameroun ait connu jusqu'ici, il y a une réelle volonté de s'approprier cette expression indépendance? Je tiens déjà à dire que je suis parfaitement d'accord avec Mme Simon et avec mon frère Abdelaziz. Vous savez, le Cameroun, c'est pas 1960, c'est particulier. C'est-à-dire que c'est cet enfant qui a eu une vie assez compliquée. En 84, on a déjà notre traité, ce que j'appelle Germano-Douala, qui est le début de la mondialisation, qui est un grand traité signé par nos résistants Sawa. Quand vous regardez ça, c'est même les prémices du droit international. Il y a la coopération sur le plan culturel, il y a la coopération sur le plan agricole, il y a la coopération sur le plan, comment je vais dire, même académique. Que vont faire les Allemands? Eh bien, les Allemands vont massacrer, en fait, les Douala. On en arrive en 1916, banditisme international. Sur la base de quoi? Des gens vont décider, toi, tu prends 4/5 de ce territoire et moi, je prends 1/5. Banditisme international. Qu'est-ce qui sous-tend ça? Quel est le droit international qui va sous-tendre ce partage? C'est la loi du plus fort. On en arrive à 1948. Issu en fait du mouvement syndical ferroviaire, l'UPC est créé. Premier parti politique camerounais avec pour mission d'amener justement le Cameroun à l'indépendance, à une réelle indépendance. 1956, dissolution de l'UPC, arrestation, assassinat des cadres. 1960, pseudo-indépendance d'une partie du Cameroun, c'est-à-dire que issu du banditisme de 1916. Eh bien, vous qui avez subi une influence francophone, vous êtes indépendant. Mais vu vous en restez. Et puis on va en arriver le 1er octobre 61, après un plébiscite très compliqué. Vous maintenant, vous êtes... Qu'est-ce qu'on fait le 1er janvier? Ah ouais, vous voyez donc, vous vous engagez même dans ce pays à fêter le 1er janvier, vous avez une crise plus grave que la crise anglophone, parce que vous avez certains Camerounais qui vont vous expliquer que nous on n'était pas indépendants le 1er janvier. C'est compliqué, c'est très compliqué. On en arrive à fêter ce que nous appelons en fait la réunification, c'est-à-dire ces deux entités issues du banditisme international, où en fait, quoi qu'on dise du président Ahidjo, en fait il va nous bâtir cet État unitaire. C'était ça aussi, la vision des pères fondateurs de l'UPC. C'est-à-dire, on peut discuter de la démarche politique. C'était un dictateur. En tout cas, c'est même des mots, quand je dis ça, c'est entre guillemets, avec leur concept. C'était un dictateur. Il était très méchant à Ahidjo. On chicotait dans les commissariats. Mais il nous laisse quand même l'État unitaire, le président Ahidjo. Il nous laisse l'État. Et moi, je suis un farouche partisan de l'État unitaire. Un farouche partisan de l'État unitaire. Donc, vous voyez donc que, en termes de progrès, beaucoup de progrès, Madame Simon va le dire, les libertés
Nous sommes le pays d'Afrique où il y a la plus grande liberté d'expression. J'ai des fois des amis qui m'appellent de l'étranger et disent, mais vous dites ça de votre président de la République? Je vous donne un petit indicateur amusant. Vous avez un Camerounais qui a décidé de faire sa vie sur la caricature du président de la République, le Popoli. Il en vit. Et il a souvent fait les dessins du président de la République dans des postures. J'aurais été le président de la République, je l'aurais traîné devant les tribunaux. C'est aussi un citoyen, le chef de l'État. Il a une femme, il a des enfants, il a une famille. Donc il faut respecter ne serait-ce que sa dignité, au-delà d'être chef de l'État. Il en vit, c'est un quotidien, il paraît tous les jours, dans des postures à n'en plus rire. Il est là, il va casser même un ami, d'ailleurs je le salue. Il en rigole même lui-même des fois de ses dessins. Ça n'existe pas. Au Maroc, c'est offense au roi, 5 ans de prison. Offense au roi. Vous dites, le fils de Hassan II, je ne le trouve pas très beau. Offense à l'héritier de la couronne marocaine, 6 ans de prison. Non, il y a beaucoup de liberté, effectivement. Il y a ce que je vais appeler un besoin de souveraineté. Les Camerounais, vous avez vu quand on a discuté sur la question de Bolloré, discuter avec n'importe quel Camerounais, on peut avoir des stratégies différentes, mais on a un besoin véritablement aujourd'hui de pouvoir nous administrer par nous-mêmes. C'est clair. C'est pour ça que je dis le prochain qui voudra remplacer le président Biya, eh bien, il faudrait qu'il se dise que les Camerounais ont une grande soif d'être gouvernés par eux. Enfin, on a un besoin de réformes structurelles. Elles sont en train d'être mises sur pied, j'en ai cité certaines, et l'amélioration en fait de notre démarche politique. Le président va le dire, le Cameroun, quoi qu'on dise, les institutions avancent, ça avance. J'ai jamais vu des audiences de cour constitutionnelle, le cour suprême public des États-Unis. Jamais. Au Cameroun, c'est public. J'ai jamais vu en France. Vous savez qu'en France, un président de cour constitutionnelle va démissionner parce qu'il a été corrompu par, entre guillemets, une démarcheuse de marché, Madame de Viergencourt. Il s'agissait de M. Roland Dumas. J'étais en France. Il va déposer le tablier. Il va être corrompu. Sur la base de quoi? Des ventes d'armes à Taïwan. C'est-à-dire que, comment je vais dire, les petits dragons asiatiques. Regardez le niveau de personnes qui animent leurs institutions. Et nous, on se moque des nôtres. On a des institutions. M. Atangana Clément, c'est 50 ans de pratique de magistrature. 50 ans de pratique de magistrature. Il a été président de la Chambre administrative. Très peu de Camerounais ont son CV. C'est lui notre président. Regardez ceux qui constituent le Conseil constitutionnel. Donc, notre démocratie, quoi qu'on dise, avance. Il n'y a pas de démocratie parfaite. Aux États-Unis, M. Trump est président alors qu'il a été battu dans le vote populaire à 1 500 000 voix. Chaque jour, vous avez des Américains qui ne se reconnaissent pas en lui. On nous explique que c'est un modèle de démocratie qui tue sans donner des preuves. L'intention. C'est-à-dire qu'il vous décrète que vous avez l'intention d'attaquer les États-Unis, on vous décrète la mort. Je croyais que dans une démocratie, les gens avaient droit à des procès publics, avec des preuves irréfutables. Voilà, en fait, le modèle. Donc non, nous sommes fiers d'être Camerounais. Nous avons cette histoire-là, monsieur le maire Maboula, qui est cause de nos problèmes, en fait, d'ordre sociaux. C'est pour ça que nous sommes au NNP dubitatifs sur ce problème, en quelque sorte, de régime spécial. Parce qu'on ne peut pas spécialiser le banditisme, comment je vais dire, colonial. Mais on comprend que le président de la République, sur un problème conjoncturel clair, là, a une posture d'homme politique pour résoudre le problème et amener le Cameroun vers la paix. Lorsque Georges Dimo Munguri, en 60 ans d'indépendance, que retenez-vous du Cameroun francophone? Oh, ben écoutez, que vais-je retenir du Cameroun, de l'Afrique aussi? Je vais retenir que nous avons supporté les grandes nations, nous les avons accompagnées, plus que nous-mêmes. Les Africains ont fait beaucoup pour le monde et très peu pour eux-mêmes. Tous nos problèmes, ou l'essentiel, viennent de ce côté. Quoi qu'on dise, naturellement, il y a des dérapages, souvent à l'interne, parfois très souvent même, mais c'est aisé de penser que diriger un pays sans avoir sa monnaie, c'est impensable. C'est d'abord impensable. Mais on l'a fait. Quand on vous donne le franc CFA, ça veut dire qu'on vous interdit d'office de vous insérer dans les chaînes de valeur, de vous industrialiser. Parce que pour que vous vous industrialisez, il faut que vous ayez, comme je le disais précédemment, des infrastructures. Mais avec le peu que vous avez, vous allez acquérir vos infrastructures. Comment? Moi, quelqu'un a parlé de la Chine.
La Chine, c'est presque un dieu pour nous ici. La France a tout pris ici. Elle a construit quoi? Rien. Elle a construit quoi en ce sens? Elle a tout arraché. Elle a construit quoi? Les autres, au moment où nous avons urgemment besoin de renforcer nos stocks d'infrastructures, c'est la Chine qui vient, qui n'a colonisé personne. C'est vrai, c'est des accords. Mais les Français sont où? Les Britanniques sont où pour le faire? Je vous ai parlé du nombre de décès que l'Afrique a eu à encaisser dans les deux guerres mondiales. C'est eux qui étaient à la ligne de front, hein, c'est les Noirs. Eux, ils peuvent nous donner quoi? Donc, pour me résumer, je dis ceci, je vais décevoir beaucoup de Camerounais. Le Cameroun a avancé beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite qu'il devait avancer. C'est un miracle pour nous autres de constater qu'on arrive à ceci. Parce que, en fait, quand vous regardez en termes comparatifs, hein, les autres économies ont mis quand même 150 ans hein, pour passer à ce qu'on appelle aujourd'hui l'urbanisation et mettre en place les stocks d'infrastructures et tout cela. En Europe, ça a duré. Et tenez en compte une chose, pour nous économistes, nous disons que les années 80, les années 90, c'est les décennies perdues pour le monde en développement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien eu. La croissance médiane des pays africains était de 0 pendant ce moment. Ça veut dire que ceux qui ont gouverné à ce moment, qui s'appellent Biya, qui s'appellent je ne sais qui, en Afrique, ils ont fait tous 0 d'abord. Parce que la conjoncture n'était pas favorable. La contraction de la demande, le ralentissement de la croissance. Vous savez, nous, pays du Sud, pays tropiques, nous sommes très sensibles à la croissance du Nord. Lorsque ça ralentit d'un point au nord, ça ralentit de 2 à 3 points au sud. Donc, nous fonctionnons, c'est la grâce de Dieu qui nous aide. Parce qu'en fait, véritablement, il se sont passé beaucoup de choses, et il se passe beaucoup de choses qui viennent du fait qu'en fait, entre-temps, il y a une décomposition des rapports de force traditionnels. Cette décomposition des rapports de force traditionnels qui s'est fait au profit de l'Asie, par ricochet, nous profite aujourd'hui. En fait, on ne le dit pas souvent assez, mais les pays du nord, de l'OCDE, comme on les appelle, en 1990, représentaient 65% de la richesse mondiale. Aujourd'hui, ils sont seulement à 35% du PIB mondial. Ça veut dire que les pays du Sud ont progressé, et ce progrès, avec les avancées technologiques et tout le reste, nous permettent d'avancer vite, trop vite même, quand on tient compte des contraintes, des tentatives de déstabilisation qui sont permanentes. Quand on tient compte de tous ces trucs, moi je dis que on a avancé, et je pense que ça, je vais encore décevoir tous ceux qui nous écoutent. Moi je pense que d'ici 2030, le Cameroun, je ne suis pas de ceux qui parlent d'émergence en 2035. Je pense que d'ici 2030, oui, je vois avant, d'ici 2030, c'est possible. C'est très possible, pourvu que certains nombres de contraintes soient bien gérés. C'est possible. Jacques Maboula-Bouya, j'y arrive. Certains, justement, ont 50 ans, 60 ans d'indépendance, ont souvent l'habitude de faire un tableau comparatif entre les deux chefs d'État pour expliquer qu'il y a eu plus ou moins une prospérité sous l'ancien régime, et celui-ci, on a assisté finalement à une fermeture tous azimuts des entreprises. Certains semblent indiquer que finalement, quand on regarde, on a le sentiment que cette indépendance, finalement, a un bilan mitigé pour le Cameroun. Non, je ne dirais pas que c'est un bilan mitigé. Première des choses, là, le 1er janvier 1960, au 1er janvier aujourd'hui, 2020, c'est important qu'on arrête cette date, à mon sens, comme étant la journée des martyrs. Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ont donné de leur vie pour qu'on y parvienne. Je fais allusion à Omniobert,
Félix Mounier, NS Wanji, NS Wanji, Osembi Afana, les Douala Mangabel, tous ces hommes-là ont donné leur vie, que ce soit pendant la période allemande, pour essayer de défendre la dignité et l'intégrité de ce pays. Le 1er janvier 1960, si j'étais de ceux qui chuchotent à l'oreille du chef de l'État, devrait être retenu comme la journée des martyrs. Et on devrait dédier certaines rues dans chaque ville de ce pays comme étant la rue des martyrs. Pour que chaque jour, à la mémoire et à l'éducation de la jeunesse, qu'ils sachent que ces hommes ont mené le combat juste et utile. Pour arriver maintenant à la compréhension de ce qui s'est passé de 1960 à ce jour, il faut remonter à la traite négrière. La traite négrière était un business très lucratif. Malheureusement, les choses changeant, elle n'avait plus un visage acceptable du point de vue humain. Elle a pris la forme de la colonisation. La colonisation elle-même, elle a connu des remarques et des critiques sévères. Restant toujours un business intéressant, il fallait sous-traiter cette colonisation. La sous-traitance, c'est ça qu'on a appelé l'indépendance. Alors, le colon désignait un individu qui était le sous-traitant de cette colonisation. Et l'individu qui avait été désigné pour nous, c'était Amadou Ahidjo, qui devait continuer la même mission de management des ressources dans l'intérêt de la métropole, d'où le pacte colonial avec la métropole. Tous ces hommes, c'était, comme on dit, des self-made men, des autodidactes, qui ont appris dans le tas, qui ne comprenaient même pas ce que c'est que la République au jour où ils accédaient aux affaires. Il faut voir leur âge. C'était juste des prêtres, non. Et la métropole continuait de régner par les Pierre Mersmet et tout ça, tous ces grands colons qu'on a connus au Cameroun. Et donc plus tard, il faut vraiment arriver à un sursaut patriotique. Parce que, à force de gérer, vous comprenez les enjeux qui se dessinent sous la chose. Et Amadou Ahidjo a commencé à comprendre qu'il fallait quand même qu'il laisse sa marque dans cette affaire. C'était avant tout son pays, c'était avant tout son peuple. Il a commencé à devenir, comme on dit, un illuminé qui avait une vision. Plein de projets ont commencé à naître, plein de choses ont commencé à se mettre en place. Et il a eu un sursaut d'indépendance personnelle dans sa démarche politique. Ce qui n'arrangeait plus le maître. Absolument. Il n'était plus un bon sous-traitant. Il n'obéissait plus. Il était devenu libéral. Il fallait le mettre de côté. Et bien entendu, par tous les moyens, il n'était pas politiquement correct. Ce qui a amené justement à cette alchimie que nous avons tous vue. Et ensuite, Paul Biya est devenu président. Le président Paul Biya, il vient avec un très bon vent, avec une très bonne énergie. Tout le peuple est avec lui. Rigueur, moralisation, tout le monde chante, tout le monde danse. Mais il va se replier sur lui-même le 6 avril. Parce que le 6 avril, après le coup d'État, il fait un repli identitaire. Il sort de sa posture républicaine et il travaille avec qui? Ses amis, ses frères, ses copains, ses partisans, sans fixer d'objectif. Chacun se dit, il suffit de scander Paul Biya debout. Paul Biya, on est avec toi. Pendant ce temps, le peuple se meurt. C'est-à-dire que l'argent du chantier qui devait permettre à tout le monde de travailler est mis dans des comptes privés. Parce que si vous prenez l'argent d'un chantier, tous les employés sont au chômage. C'est ce qui se passe au Cameroun. Les chantiers ferroviaires sont arrêtés, les chantiers routiers sont arrêtés, les chantiers d'électrification sont arrêtés, les chantiers agricoles, les chantiers industriels, tout est arrêté parce que l'argent public se retrouve entre les mains de chercheurs d'emploi qui pensent que la seule chose à faire, c'est chanter l'hymne et la louange du président de la République, qui, lui, a des objectifs politiques et économiques devant le peuple qu'il a choisi et qu'il a désigné. Donc, je terminerai en disant ceci. Notre indépendance est à conquérir. Et le président Amadou Ahidjo, le 1er janvier 1960, il a dit l'indépendance comme la liberté. Nul n'est de trop pour la défendre et la préserver de toutes ses forces. C'est à ce slogan-là que j'appelle toute la jeunesse camerounaise à continuer dans cette dynamique pour que le Cameroun soit véritablement libre et indépendant. Docteur Marcel Simon,
comment on consolide cet acquis? Vous êtes au pouvoir, c'est pour ça que je vous pose cette question. Non, je n'aime toujours pas cette logique de nous sommes au pouvoir, non. Parce que nous sommes tous des Camerounais. Et comme tout Camerounais patriotique et soucieux du devenir de son pays, on voudrait que les choses marchent bien, que les jeunes Quelles sont les réelles capables réformes? se retrouvent. Je voulais vous poser Oui, je vais y pour qu'on arriver. puisse avancer, que l'on consolide cette indépendance, même si effectivement c'est une indépendance aujourd'hui. Moi, je pense que pour que le Cameroun puisse avancer et briller comme il aurait dû briller, il faudrait que tous les Camerounais s'impliquent. Que tous les Camerounais s'impliquent. Ce n'est plus une affaire du gouvernement ou du RDPC ou de ceux qui sont au pouvoir, non. Que tous les Camerounais s'impliquent. Et on ne peut s'impliquer que par le caractère patriotique. Parce que du moment où on n'a pas un minimum d'amour pour son pays, rassurez-vous, toutes les stratégies qui seront développées, toutes les astuces qui seront mises sur pied ne serviront à rien si on continue à dire que la seule logique ou alors la seule optique qui nous reste à faire, c'est aller barrer les rues avec les, comment on appelle, les roues de voiture et les faire de... Non, c'est pas ça qui est important. Donc que tous les Camerounais se mettent debout, que tous les Camerounais se tiennent la main, que tous les Camerounais regardent vers la même direction. Je suis convaincu qu'on aura un Cameroun meilleur parce que la tête, elle est solidement fixée. Dernier tour de table avec le panel ce dimanche pour aborder la question de la dette publique du Cameroun. On le dira en quelques mots. On va commencer par Abdelaziz Konaté pour parler de la dette du pays. On voudrait peut-être faire référence justement à l'épuration de la dette qui a été annoncée par le ministère des Finances. On parlait depuis le 1000 milliards de dettes du Cameroun. Une partie a été épongée, mais nous saisissons peut-être ce prétexte pour questionner cet endettement du Cameroun. Est-ce que la dette nous sert vraiment aujourd'hui? Est-ce que la dette sert au développement du Cameroun? Ou comme certains semblent indiquer, on prête l'argent pour payer les dettes au Cameroun? Bon, il faut dire que sur cette question, la dette en question, le Cameroun est en chantier, comme on le disait précédemment. Le Cameroun est en chantier. Quand vous êtes en chantier, il faut que la machine tourne, il faut de l'argent. Et actuellement, les différentes crises dans lesquelles nous sommes engagés, notamment au nord-ouest, à l'extrême nord, et la sécurisation de nos frontières, nous demandent de faire beaucoup d'efforts sur le plan budgétaire. À cet effet, nous sommes donc obligés de nous tourner encore une fois de plus vers l'extérieur pour demander une aide. Mais aujourd'hui aussi, nous rendons compte avec le dernier rapport du MINFI que sur les 1280 milliards que nous avions à rembourser, nous n'avions pu rembourser que 722 milliards et nous avons encore, pour nous terminons l'année budgétaire 2019 avec sensiblement 560 milliards non remboursés. Ça peut s'expliquer de diverses façons parce que effectivement aujourd'hui, nous sommes engagés sur plusieurs fonds. Nous avons Balam, que nous allons relancer, nous avons les différents barrages hydroélectriques, nous avons les projets routiers qui sont en place et cet argent que nous n'avons pas pu rembourser aujourd'hui, malheureusement, cette dette que nous n'avons pas pu épurer sur l'exercice 2019 peut s'expliquer aussi avec la chute du cours des matières premières sur le marché international. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, est-ce que nous prenons de l'argent pour aller, nous empruntons de l'argent pour d'autres destinations? Je dis non. Mais nous avons plutôt besoin davantage, même encore, de sous. Et c'est pour cela que, malheureusement, pour le moment, et nous avons, le docteur Edimo a bien fait de relever tout à l'heure dans son propos que 4%, que nous ayons maintenu la barre de 4%, n'était pas, était quand même, était au-delà de nos espérances. Parce que, et dans ce besoin criard d'argent pour financer les différents projets que nous avons entamés, justement sous l'auspice d'une émergence vers 2030-2035, et les problèmes liés à la sécurisation, n'est-ce pas, des biens et des personnes dans notre territoire, il faut pouvoir jouer la politique du juste milieu, qui n'est pas toujours chose aisée. Donc à ce titre-là, je chute par là pour dire que l'argent que nous empruntons, heureusement aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique, ou alors le directoire que donne, n'est-ce pas, le chef de l'État, pensons qu'il y a un éveil de conscience au niveau national et un regain
un regain, n'est-ce pas, de ferveur nationaliste qui fait qu'aujourd'hui le patriotisme économique aujourd'hui rentre véritablement dans la notion de chaque citoyen et veut véritablement implémenter cette politique de développement. Bertrand, est-ce qu'il ne faut pas craindre une inflation de la dette au Cameroun finalement? Disons Vous parlez des chocs, vous parlez du pétrole sur le marché international, on parle de crise sécuritaire, on parle des difficultés liées aux accords de partenariat économique signés avec l'Union européenne. Le Cameroun ne risque-t-il pas dans les années à venir s'endetter à des proportions inquiétantes? Ben, disons déjà que le Cameroun est un pays pas très endetté. On est à 40,5% de taux d'endettement par rapport à notre produit intérieur brut, mais pas trop endetté. Ça, il faut le dire, parce qu'il y a un discours dans les réseaux sociaux qui explique que oh, Paul Biya a vendu le pays. Il n'a pas vendu le pays. Il n'a pas vendu le pays. Vous avez un pays comme le Japon est à 200%. Mais, sauf que le Japon est endetté vis-à-vis des Japonais. Donc, c'est un autre type de dette. Si vous prenez cet exemple, Bertrand vous dira que le Japon est développé. Hein. Ah oui, le Japon si est on peut développé. par exemple vous payer... J'en viens. Dettes, Donc, on est à 40,5%. C'est les autres indicateurs qui m'embêtent. D'ailleurs, l'histoire de la dette, c'est une histoire où il faudra même un jour véritablement faire un audit. Parce que si on peut parler de dette, on peut se demander même effectivement si cette dette-là est une dette réelle. Parce que nos finances publiques ne sont pas souvent comment je vais dire, non pas véritablement très claires dans nos finances publiques. Mais retenons ce chiffre à 40,5%. Vous êtes dans un pays où il manque de tout. Il faut monter le taux d'endettement. Tout le monde est conscient au Cameroun que Douala-Yaoundé doit être relié par une autoroute. Tout le monde est conscient que les capitales régionales du Cameroun doivent être reliées par des autoroutes. Tout le monde est conscient que nos hôpitaux doivent avoir, comment je vais dire, un certain niveau de plateau technique. Ben, il faut s'endetter. L'endettement n'est pas un problème en soi. C'est ce qu'on veut dire, comme le docteur Eddy, moi je discute souvent avec lui, il me dit, monsieur Tata, c'est la qualité de la dette. Face à qui on s'endette, ce qu'on fait avec l'argent de l'endettement. Premier problème. Si vous vous endettez pour faire muter votre économie en une économie de transformation, comme il le dit souvent, vous avez un pays comme la Thaïlande. La Thaïlande est très endettée, mais sauf qu'aujourd'hui, l'industrie thaïlandaise est plus performante que l'industrie de France. L'industrie thaïlandaise, je parle de la Thaïlande, c'est-à-dire on dit, oh, on se moque, s'ils sont amaigris, c'est les Chinois. Vous savez que c'était les boat people. Ils partaient à la nage pour essayer de gagner Pékin pour avoir de quoi manger. Aujourd'hui, la performance de l'industrie, je parle de l'industrie en termes de production de high-tech. Je ne parle pas de l'industrie de l'huile de palme. En termes de production de high-tech, téléviseurs, ordinateurs, la Thaïlande, performance. Donc, s'il faut faire muter notre économie, et le maire Maboula a donné une explication extraordinaire, c'est que la décentralisation même aussi doit résoudre ce problème. Parce que M. Maboula, je vous souhaite vraiment toute la chance, mais je viendrai vous voir. C'est-à-dire qu'il va falloir que Yabassi soit une unité, même vous êtes un acteur industriel aujourd'hui. Moi, j'ai la loi là, sur ce code général. C'est-à-dire que Yabassi doit contribuer même à désendetter le Cameroun. Quand je parle de Yabassi, je ne singularise pas le débat. Je veux dire que nos collectivités territoriales décentralisées sont devenues des unités industrielles. C'est en ça que la loi est révolutionnaire. Donc, l'endettement ne me gêne pas, sauf que nous avons encore des gros bandits, effectivement. Dans ces 40%, vous avez des gens, effectivement, qui ont de grosses villas, parce que vous avez des quartiers qui se construisent en un an. Il faut tondre le cou relativement à ça, mais l'endettement ne me gêne pas. En un mot, Dr Georges Edimo Munguri, sur l'encours de la dette, tout à l'heure on parlait de la qualité de la dette, et justement, Bertrand pensait qu'il faut absolument mettre un accent sur ce qu'on fait avec l'argent au Cameroun. Est-ce qu'il y a une clarté dans cette dette-là? Écoutez, l'endettement, il faut, comme il a dit, c'est l'endettement de qualité. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Est-ce que la sélection des projets a été optimale? Est-ce que le processus de maturation, le projet a été bien étudié? Il faut l'optimiser. C'est beaucoup de questions qui peuvent se poser, mais je pense que d'une manière générale, 40% du PIB, on est à 30 points encore du seuil accepté au niveau de la CEMAC. Ce n'est pas trop, des pays comme la Côte d'Ivoire, ça va très loin, ça va déjà vers les 70. Le Cap-Vert est à 120% de son PIB, et il y a beaucoup d'autres pays qui sont partis très loin devant. Ce qui me semble important, je l'ai dit tantôt, c'est les politiques publiques. Les politiques publiques, une fois qu'elles sont améliorées,
elles sont permanentes. Hein. La politique publique, les infrastructures, enfin les investissements dans les infrastructures faits en cette année expliquent 77% des investissements qui seront faits dans la décennie ultérieure. Ce n'est pas le taux de croissance. Le taux de croissance, par contre, est un très mauvais indicateur parce que la croissance de cette année-ci n'explique que 7% de la croissance de l'année suivante. Aujourd'hui, on a amélioré profondément les politiques économiques, pas seulement au Cameroun, d'une manière générale en Afrique. C'est pour cela que beaucoup de pays vont certainement se lever. Personne, je vais toujours le rappeler, personne n'attendait la Chine il y a 40 ans. Personne n'attendait l'Éthiopie comme meilleur performeur depuis 15 ans. Il y a 20 ans, personne ne l'attendait. Personne n'attendait le Rwanda. En fait, lorsque les politiques économiques sont améliorées, il arrive un moment où il y a une explosion. Et nous sommes en train d'avancer vers cette explosion qui va transformer le Cameroun plus ou moins en un hub énergétique, un hub d'opération numérique, un hub d'opération maritime. Mais on ne le voit pas. Donc, il faut améliorer les politiques publiques. Je retiens qu'il faut améliorer. On est donc bien loin du seuil critique. Jacques Maboula, on aurait bien aimé que vous greffiez un mot sur cette problématique, mais la réalisation nous faisant de grands signes. On a largement débordé la portion accordée à cette émission, mais je vais vous dire merci à tous. Bouya, merci d'être venu. Vous êtes le président de l'Alliance républicaine, maire de la commune de Yabassi. Vous êtes allé d'ailleurs en course pour les consultations annoncées. Je remercie également le docteur Marcel Simon qui représentait le RDPC ce dimanche. Je vais dire merci à Abdoulaziz Konaté de la société civile qui nous a également rejoint ce dimanche. Merci infiniment à Bertrand Tassinda du nouveau mouvement populaire d'être venu. Et puis merci mille fois au docteur Georges Dimon Mongouri d'être venu ce dimanche sur LTM Télévision. Merci de nous avoir accordé votre attention. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. À dimanche prochain. S'il plaît à Dieu. Au revoir. Mon Dieu, tu as fait une belle émission.